La politique dans ce qui devrait être. En parlant politique, Cathy, restons chez nous, n'est-ce pas? La question énergétique des bâtiments, de la rénovation thermique des bâtiments, est-ce qu'on considère qu'on a des outils d'incitation financière et fiscale à la hauteur de l'enjeu ou qu'on en est très loin? Alors on a amené peut-être très loin, moi je vais en parler au niveau départemental puisque c'est au niveau de cette collectivité que j'interviens. Alors tout d'abord, nous, collectivité, nous essayons et nous nous appliquons à rénover du mieux que nous pouvons les collèges. Et lorsque nous en construisons le dernier, c'est le collège de Remoulins, je dirais qu'il est vertueux. Et que nous nous sommes donné les moyens et que nous y réfléchissons et que le service environnement est un service qui nous aide et qui applique notre volonté. Et puis dernièrement, puisque nous accompagnons les communes dans leurs projets en toute indépendance et nous n'intervenons pas dans le choix de leurs projets, mais nous venons de bonifier de 15% tout projet incluant une innovation thermique ou une action liée à la transition énergétique. Des perméabilisations de cours d'école, voilà. Ça, c'est ce qu'au niveau du département, nous sommes en train de faire. Et le département se sent solidaire d'une région, se sent aidé dans cet esprit-là par un État. On a l'impression de faire un peu cavalier seul. Oui, franchement, sans langue de bois. Oui, non, bien sûr qu'on ne se sent pas forcément aidé. Je pense que comme tous les citoyens, ne serait-ce que l'exemple que vous venez de donner et qui illustre bien qu'il y a de grands efforts de communication, vraiment beaucoup, et là on fait des efforts, on met des moyens financiers. Après, ce qui se passe sur le terrain, force est de constater que ça n'est pas à la hauteur de ce qui est annoncé, du moins initialement. Si on s'intéresse à ce qui anime très grandement notre région et qui est l'agriculture, nous sommes un territoire agricole. La question donc de l'énergie par rapport à l'agriculture, elle est tout à fait essentielle. Dans le cadre du plan alimentaire de territoire, quel rôle joue la transition énergétique? Comment est-ce qu'on essaie d'adapter des énergies renouvelables à l'agriculture et l'agriculture à l'énergie d'aujourd'hui et à l'énergie de demain? Jean-Christophe. Oui. Elle est dans le rôle est dans une prise de conscience un petit peu qui englobe l'énergie autant au niveau de la consommation que de la production. Il est dans le fait d'avoir une certaine sensibilisation de ce que l'on produit et d'où va ce que l'on produit et d'où vient ce que l'on consomme. Alors, ce que l'on produit aujourd'hui dans une agriculture qui est la suite d'une époque de grande intensification est issu de modèles productivistes, quelque part, qui nécessitent aujourd'hui, par une réalité économique, la nécessité d'alimenter des grands volumes, donc souvent d'être exportés parce que les circuits courts sont très mal valorisés. Donc aujourd'hui, on tombe un petit peu sous des contresens où on s'aperçoit que, pris dans un certain élan, les agriculteurs, je dirais traditionnels, produisent des denrées qui sont très peu consommées sur place, et de notre côté, ceux qui voudraient s'installer aujourd'hui, et là on touche toutes sources d'énergie, soit l'énergie fossile pour les tracteurs, les engins, soit l'eau, soit les intrants, ceux qui voudraient s'installer aujourd'hui souffrent d'un manque de circuits courts pour permettre de valoriser une agriculture de plus petite échelle. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu, on est toujours dans une course à la croissance énergétique, on produit toujours plus, on a du mal à se réguler et je crois qu'on n'a pas encore atteint une certaine sensibilisation pour se dire il faut qu'on change nos façons de faire, nos façons de consommer, faire des efforts, et on en revient toujours au même nœud du problème, c'est la question économique d'accès et de développement d'une nouvelle
d'une nouvelle économie, quoi. Et aujourd'hui, on essaye de concourir à essayer de maintenir un petit peu ces deux agricultures, à la fois relocaliser ce qui est déjà produit et essayer de mettre en place des circuits plus courts pour qu'ils soient plus vertueux. C'est vraiment la question de fond de l'agriculture qui se pose avec beaucoup d'acuité. Aujourd'hui, c'est une agriculture pour quoi faire? C'est pour nourrir l'homme, c'est pour nourrir l'animal, c'est pour produire de l'énergie, c'est pour acquérir de l'autonomie et de l'indépendance, c'est pour produire du PIB et de l'exportation. C'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire trouver son chemin au milieu de tous ces objectifs ou de toutes ces raisons d'être, c'est un peu compliqué. C'est là que je reviens quand même par rapport à ce qui était dit au début également. La question c'est qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui, quoi. De quoi on a besoin. C'est pas l'agriculture pour quoi faire de façon descendante, c'est ici sur le territoire, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on est prêt à vouloir faire pour que ce que l'on attend soit produit plus localement. Aujourd'hui, si on consomme des légumes, c'est un exemple qui me marque souvent, si on consomme des légumes aujourd'hui sur des terres, il y a de nombreuses terres qui sont abandonnées sur lesquelles on aurait un potentiel de production, si on consomme des légumes, ils sont souvent importés, sans nous montrer du doigt, mais aussi d'Espagne, dans des conditions qui sont faites avec des problématiques d'irrigation d'eau, donc on importe 80% d'eau. Quand on consomme aujourd'hui des légumes au supermarché, qui, sans regarder la provenance ou ailleurs, on importe 90% d'eau qui sont produits ailleurs. Là où on se pose des questions parfois sur la façon très vertueuse d'utiliser l'eau sur place. Quelque part, c'est une question d'économie au même titre que l'énergie, que le pétrole, que ce soit. C'est d'où vient ce que l'on consomme. C'est l'énergie humaine, finalement. D'où vient cette énergie humaine? Quelle est sa source? On a des potentialités qu'on a peut-être laissées pour des raisons historiques à l'abandon et dont il faut qu'on prenne conscience de la nécessité de les relocaliser. Donc la question, c'est pas celle de l'agriculture en général, c'est une autre question peut-être nationale, c'est plus celle de la sensibilisation de nous consommateurs, qu'est-ce qu'on est prêt à faire par rapport à ces constats-là, pour essayer d'inverser la tendance au moins au niveau local. Oui et non, parce que le consommateur, je suis une consommatrice, je dirais responsable, aujourd'hui, localement, j'ai quand même du mal à pouvoir trouver. Donc il y a les grands discours, et j'ai en charge au département les circuits courts, mais les circuits courts, oui, sur quelle terre? Pour quelle terre? Qui veut être producteur? Alors aujourd'hui, vraiment la sensibilisation est liée, la volonté, je dirais politique, sur des PAT, des plats alimentaires territoriaux. Mais avec derrière, quels acteurs pour les faire vivre? Est-ce qu'il y a ici, sur notre communauté de communes, un grand nombre de maraîchers? C'est la question. Alors, la demande du consommateur, c'est du citoyen, la sensibilité du citoyen, à laquelle nous sommes tous en train de travailler, qui peut provoquer chez lui la demande. Est-elle suffisante pour pousser à l'installation de maraîchers? Jean-Marie, comment vous voyez-vous l'idéal de l'agriculture dans notre territoire? Oui, dans le territoire Cévennes, on est quand même dans un terroir qui est marginal. Déjà par le climat, des étés très chauds, on a des grosses pluies, des gros orages mêlés de grêle, des terres qui seraient alluvionnaires, qui seraient bonnes mais inondables. Donc on ne prend pas le risque de planter, de faire des jardins dans ces terres comme ça. Et après sur les coteaux, nous avons des argiles, des fois blanches, des fois rouges, avec pas beaucoup de fond, et des terres qui sont difficiles à travailler. Donc on est quand même en agriculture une région assez pauvre pour tout ça. En céréales, il n'y a pas beaucoup de rendement par rapport à des grandes plaines de Beauce ou d'ailleurs. Pour le vin, on n'a pas beaucoup d'appellations, si c'est les JP Cévennes un petit peu, ou les côtes du Marais. Mais le vin est en train un peu de baisser par rapport à la production, enfin pas la production, la consommation de vin est en train de baisser par rapport à la bière. Ah oui. Triste ça. Oui, parfait, Michel. Je voulais entendre parce que j'ai une des questions qui a été posée par les gens sur la table ronde et le public. Il y avait une question qui m'interpellait, c'était l'agrovoltaïsme. Voilà. Parce que là, il y avait pour moi un vrai sujet qui rejoint l'agroforesterie. Je voulais entendre son point de vue là-dessus.
puisqu'on me parle d'économie d'eau, d'ombrage, de protection contre la grêle. Tout à fait. Donc on reparle de panneaux solaires et d'énergie photovoltaïque. Absolument. Quand il s'agit de concilier une production agricole avec une production photovoltaïque, on appelle ce système agrivoltaïque. L'agrivoltaïque permet de s'implanter sur des zones agricoles dont le contexte de travail de l'exploitant est régi par une difficulté liée à la sécheresse, ce que les Gardois rencontrent chaque année, avec des pertes de rendement sévères, ou des brûlures, ou des destructions de récoltes dues à la grêle, ou au gel. Justement, les panneaux solaires, implantés intelligemment et dimensionnés précisément sur les zones agricoles et sur des cultures qui sont compatibles avec l'ombrage fourni, permet justement en même temps de protéger les cultures de la sécheresse, des excès climatiques dans la sécheresse et dans le gel, contre la grêle, et permettent justement de favoriser un microclimat qui assainit les cultures, qui essaye d'éviter la température de la terre de s'élever en surface et de conserver cette humidité constante à la superficie du terrain pour que le fourrage se développe, pour que le pâturage puisse se faire tout au long de l'été. Donc des panneaux adéquats et on va dire inclinables éventuellement, c'est ça? Inclinables, c'est une technologie. Peuvent servir de couverture ou d'ombrage à une culture qui sinon localement aurait du mal à se développer. Absolument, donc l'idée c'est pas de couvrir toute la superficie agricole par des panneaux solaires et de ce fait d'ombrager tout le terrain, mais c'est d'espacer des tables de manière à ce que il y ait un bon équilibre entre l'ombrage et l'ensoleillement sur le terrain. Et est-ce que c'est un type d'installation que l'on peut imaginer à la portée de petites exploitations? On parle de maraîchage, par exemple. On parle de circuit court, c'est-à-dire de la capacité qu'aurait un agriculteur à produire une petite production de qualité pour réussir à la vendre localement, donc en vivre. Est-ce qu'on peut avoir un nombre réduit de panneaux qui ait cette fonction-là? C'est une bonne question. On raisonne systématiquement à l'hectare, Déjà un hectare. ou à la dizaine d'hectares, puisqu'on fabrique une électricité qui est destinée à être réinjectée dans le réseau public d'électricité et utilisée par les premiers consommateurs aux alentours. Ceci implique donc la recherche d'une possibilité de se raccorder à un poste source ou à un poste qui est en capacité d'emmagasiner cette énergie qui est grande, qui est importante. Donc souvent, nous sommes obligés d'aller chercher un poste source à plusieurs kilomètres. Et ces plusieurs kilomètres de raccordement de câbles de cuivre ou d'aluminium enfouis sous la terre représentent un investissement coûteux. Et pour emmagasiner ce coût d'investissement, il nous faut au départ un parc d'une certaine envergure permettant d'absorber ce coût. Donc c'est en relation d'un terrain situé, économiquement parlant, proche d'une possibilité de raccordement. C'est une question financière, c'est une question économique, c'est une question donc politique bien sûr. Je me tourne de nouveau vers toi Cathy. Est-ce que une chose me frappe, moi, c'est les 3% de déficit auxquels on a droit et auxquels on a totalement dérogé avec la crise du Covid, n'est-ce pas? Nous sommes assez court-termistes globalement dans nos politiques nationales. Est-ce que quand nous réfléchissons à des investissements, nous réfléchissons en général à l'échéance d'une élection? Je ne désigne personne, ni à gauche, ni à droite, ni au centre, mais en gros, c'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? 5 ans, 6 ans, 7 ans. Alors que là, on parle d'investissements qui se légitimeraient sur des périodes de 50 à 100 ans. Est-ce qu'on ne devrait pas dire, vu la priorité et l'urgence par rapport au dérèglement climatique, d'un certain nombre d'investissements, réfléchissons deux tableaux, les investissements à amortir dans un délai justifiable comptablement au regard des comptes de l'Union européenne, c'est logique, c'est normal. Et puis, un deuxième tableau qui serait de dire, ah oui, non mais ça, c'est tellement important qu'au lieu de diviser ça par 10 pour amortir sur 10 ans, on va diviser ça par 100. Et donc on va affecter telle partie de notre budget, 1/100 seulement cette année, et ça va permettre de lever des centaines de milliards d'euros qui pourraient servir
justement à ces adductions électriques, à Cathy, moi j'ai rien à rajouter, tu as tout dit, parce que je suis en plein accord avec toi. Bien sûr qu'aujourd'hui il y a urgence pour l'humanité, il y a urgence à court terme. Le département, je voulais juste dire ça, a fait une étude qui s'appelle Eau et climat 3.0, qui est en fait un document de prospective sur, et on sait aujourd'hui qu'aux alentours de 2050, et même notre climat ressemblera à celui de l'Andalousie. Et à la fin du siècle, et même peut-être avant, au désert tunisien. Et je crois que les choses s'accélèrent même très vite. Donc ce document, aujourd'hui, on ne va pas le garder pour nous politiques. On va essayer de le généraliser. J'étais en réunion hier, et essayer... Alors, il porte essentiellement donc eau et climat sur l'eau dans le département. Mais on est tous 4 zones. Il va être donc divulgué au grand public et partagé, parce qu'ensuite il faut construire, pas construire pour les 3 ans à venir, mais construire pour les 40 à 50 années. Alors ça pose le problème du grand public, du citoyen, de la multiplication des collectivités entre l'Ardèche, le Gard, la communauté d'Aglo, du Gard rhodanien. Bon, il y a une diversité, mais je crois que c'est vraiment ensemble et qu'on pourra réfléchir. En tout cas, voilà, le département s'est doté d'un document qui nous permet, qui peut permettre à tout un chacun d'avoir un état des lieux et des perspectives à nous, auteurs, acteurs, citoyens, politiques, et on est tous politiques en étant citoyens, ou inversement, de partager, de discuter, et puis peut-être de trouver ensemble des solutions pour plus tard. Mais oui, aujourd'hui, on aura accès à ce document. Oui. Et on sera avisé. On sera avisé. Alors le document, en clair, partage le département en 4 zones. La zone Cévennes, notre zone à nous, Garrigue, pardon, le Gard rhodanien qui est différent, et puis il m'en manque une, la Camargue, le littoral. Et donc dans chacune de ces 4 territoires, évidemment, et il y aura partage, discussion, conférence. Je ne sais pas comment, mais il faut que ça vive, et il faut peut-être entendre aussi et partager ensemble. Et nous ne serons qu'un accompagnateur Mais non, pas seulement accompagnateur, un auteur au départ. Oui, je voulais simplement rajouter en fonction des besoins de maraîchage, on peut facilement imaginer que les panneaux solaires peuvent répondre à un besoin de culture sur l'herbe aromatique, donc tout ce qui est menthe, ciboulette, persil, cerfeuil. Pourquoi ça? Parce qu'elles n'ont pas vraiment besoin d'ensoleillement toute la journée. Oui. Et aussi bien sur les cultures de fruits rouges, type framboise, pareil. Elles n'ont pas forcément besoin d'un ensoleillement toute la journée. Comme pour l'aide, par exemple, au contraire, le tournesol ou le blé qui ont besoin d'être ensoleillés toute la journée. Donc là, il s'agirait d'un projet incompatible en agrivoltaïque, de panneaux solaires qui viendraient s'installer sur culture de blé, ce serait totalement farfelu. On consacre beaucoup de temps là à parler photovoltaïque. C'est normal, Émeric. Et puis Daniel, c'est sa spécialité aussi. Bien sûr qu'il y a d'autres sources d'énergie qui peuvent être intéressantes dans la région. Mais, et on consacre beaucoup de temps à parler agriculture aussi, encore une fois, parce que c'est très au cœur de notre territoire et d'une grande partie de nos concitoyens. Le plan alimentaire du territoire et la culture de demain, est-ce qu'elle ne nécessite pas, au regard du changement climatique, on n'est plus directement ou seulement dans la question énergétique, mais aussi de la transition énergétique, des modifications structurelles en profondeur d'espèces, d'essence d'arbres, de changer radicalement des cultures, de dire non mais ça il faut abandonner. Alors le leitmotiv c'est le maïs bien sûr, c'est pas forcément le maïs, mais est-ce qu'on réfléchit dans ce sens-là? Est-ce que, Jean-Marie par exemple, le nombre d'agriculteurs d'aujourd'hui, surtout des jeunes qui sont en train d'arriver, se disent non, moi je vais faire autre chose.
je vais faire de la vigne mère, je vais faire, je sais pas. C'est tout à fait ça. Il y a un changement de mentalité dans les jeunes agriculteurs, même dans les anciens. Ils ont l'habitude de travailler, ils savent de quoi ils parlent. Et donc, ils changent complètement leur mode de culture déjà. Des cultures qui sont plus raisonnées, en eau, en produits phytosanitaires, et ils changent de variété, d'espèces, et puis après il y a des nouvelles variétés qui arrivent aussi, qui ont besoin de moins d'eau, moins de... Voilà. C'est un tout, et il y a une mentalité qui change. Oui, tout à fait. On peut voir arriver demain, dans 10 ans, dans 25 ans, des cultures qui n'existent pas aujourd'hui. Alors, Émeric parlait de framboise, par exemple. On adore tous les framboises, mais je veux dire des cultures importantes, différentes, adaptées à des circuits courts, par exemple, qui se vendraient très bien localement. Peut-être qu'il disait, moi je regrette, mais il y a des tas de produits que je consomme avec plaisir et que je ne trouve pas localement. Donc, on travaille dans cette direction-là. Et on imagine qu'on aura un territoire agricole très différent demain de celui qu'il est aujourd'hui. Très différent, je ne sais pas, mais oui, c'est possible. Le légume a besoin de chaleur. Après, on peut le travailler d'une façon moins gourmande en eau. Il n'y a pas de souci avec les si je peux me permettre, excusez-moi, j'étais à l'Assemblée Générale de Terre et Humanisme aujourd'hui. Vous savez, c'est une association qui existe en Ardèche. Ils viennent de racheter la ferme de Noria à Bessèges. Oui. L'année dernière, malgré la canicule, alors c'est un lieu pédagogique, de sensibilisation, la ferme de Beaulieu, mais l'année dernière, en 2023, malgré la canicule, ils n'ont jamais fait un rendement aussi bon. Et donc, ils vont racheter la ferme de Noria, notamment pour faire de la formation, mais également pour faire du maraîchage. Donc, avec l'agroécologie, c'est possible de faire du maraîchage dans de très bons rendements. Ils font aussi de la recherche et de l'expérimentation, notamment sur tout ce qui est l'hyphofère. Vous savez, ces bactéries qu'on développe et qu'on met en culture dans la forêt. Et donc là, il y a des vraies solutions aussi à développer et des gens qui sont extrêmement locaux, qui sont sur le territoire. Oui, absolument. Pardon. Oui, pardon, juste pour rebondir, effectivement, l'agriculture a déjà changé au sens des professionnels qui étaient déjà implantés sur le territoire parce qu'ils s'adaptent. Mais effectivement, il y a également, donc on est en contact avec Terre et Humanisme et dans le cadre du plan alimentaire et territorial qu'on porte, on va tout à fait dans ce sens-là essayer de tester des nouvelles typologies de production qui ont porté leurs fruits sur des petites structures. Et pour répondre à ce que citait Cathy tout à l'heure, aujourd'hui ça n'existe pas. On sait que c'est possible, par contre, il faut un catalyseur qui permet de dire de la demande et de la production. Donc on se cherche un petit peu à ce niveau-là, mais on a aussi l'espoir d'avoir par ces expériences qui existent et qui donnent des bons résultats. Alors ça ne va pas transformer le territoire, ça va diversifier les productions. Donc il y aura des choses qui vont continuer, il faut la place pour tout le monde, il y a différents terrains, etc. On ne va pas être peut-être autosuffisant demain, mais il y a de grandes perspectives qui sont offertes. Par contre, il faut que les acteurs se rencontrent, les acteurs de la production, de la distribution, on l'a vu pendant le Covid. Pendant le Covid où tout s'était arrêté, je crois que les producteurs locaux et du coup les consommateurs les ont trouvés. Et s'était organisé tout un petit réseau de distribution. La vie trépidante est repartie et je crois que... Ce qui a fait la différence, c'est qu'on était quelque part obligé de prendre le temps d'aller localement. Donc il y a une envie, il y a même un besoin. Et après on retrouve des habitudes qui nous obligent à ne plus avoir le temps d'aller au contact. Mais ça a permis de sentir qu'il y avait un potentiel de se faire rencontrer des gens, des acteurs. On a perdu, mais peut-être sous la contrainte climatique, ça reviendra, mais il y a de quoi faire des choses quand même. Merci pour la remarque sur Terre et Humanisme. J'en profite pour saluer Pierre Rabhi, qui est parti, bien sûr, un ami qui nous a fait le plaisir de partager certains moments avec nous, et Sophie, sa fille, et Terre et Humanisme, qui sont vraiment une association tout à fait remarquable. On est obligé de finaliser assez rapidement. On a parlé assez largement, bien sûr, d'agriculture, ce qui me semble important. La question de la transition énergétique, je crois qu'il faut admettre à un moment donné de faire
un constat et qui est de dire qu'il va y avoir des perdants pour l'histoire. Qu'entre le moment où on prendrait des décisions radicales pour faire évoluer les choses et se passer des énergies fossiles et carbone, et le moment où on arriverait grâce à l'hydrogène vert, grâce à des tas de solutions d'avenir dont nous savons qu'elles existeront, n'est-ce pas? Le solaire en particulier, et le laboratoire là, travaille sur des questions tout à fait importantes de miniaturisation, par exemple, pour les rendre beaucoup plus efficaces, les cellules solaires, les questions d'intermittence, comment faire en sorte de pouvoir stocker l'énergie qu'on produit au moment où on ne la produit plus, pour qu'on puisse l'utiliser à des moments où on en a besoin, mais où on la produit plus tard. Ces questions sont essentielles. Il va se passer du temps. Et pendant ce temps-là, il va y avoir des destructions. Si on parle de l'automobile, par exemple, il peut y avoir des centaines de milliers d'emplois qui vont disparaître à l'horizon de l'abandon du véhicule thermique. Et ces gens-là, ces emplois qui vont être sacrifiés, vont être ce que l'on peut appeler les perdants de la transition. Il va y en avoir. Il ne faut pas, je crois, s'illusionner sur le fait que tout ça va se faire en douceur. Ça peut se faire en douceur sur 1000 ans, mais pas sur les 20, 30, 40 ans qu'on a pour bouger. Donc il me semble très important que ces perdants soient identifiés et soient traités politiquement. C'est-à-dire qu'avant même que les accidents ou les incidents ne les touchent, qu'on ait trouvé et proposé des solutions à tous ces gens-là qui vont avoir besoin d'un support pendant un certain nombre d'années, sans doute 2, 3 décennies, peut-être d'une génération, avant d'arriver à ce que l'on peut espérer être de vraies solutions d'avenir. Je voudrais juste poser une dernière question autour de la table, qui est une question collective à laquelle j'aimerais bien que chacun réponde si c'est possible. Comment est-ce que nous pouvons motiver et intéresser nos concitoyens à ces questions de transition énergétique, de dérèglement climatique, de nécessité de faire évoluer nos comportements et nos consommations? Comment est-ce qu'on peut communiquer mieux que nous le faisons avec TECC? Alors nous sommes déjà très contents parce que vous êtes ici, et c'est formidable. Évidemment, si nous sachions mieux communiquer, peut-être que nous serions 1000 ce soir. Il faudra qu'on y arrive un jour. Est-ce que vous avez des idées sur la façon dont il faut qu'on s'y prenne, qu'on va faire dans cet endroit, pour amener chacun d'entre nous à prendre vraiment conscience de son rôle aujourd'hui et de sa capacité d'être acteur demain de ce changement? Et moi je pense spontanément à des salons qui sont des salons nationaux, comme le salon de l'agriculture que chacun connaît, que l'on pourrait imaginer reproduire pour un salon d'énergie et qui pourrait être répercuté sur différents échelons du territoire, soit un salon d'énergie national ou régional, qui doit être médiatisé bien sûr, avec l'organisation de conférences, notamment d'ateliers pédagogiques. Et d'ailleurs, je dois dire que c'est une méthode que Xavier Daube, qui est donc le vice-président de l'association, a et soutient depuis plus d'1 an, de dire il faut qu'on organise un festival, un salon, quelque chose qui invite les citoyens dans quelque chose qui soit intéressant, motivant, festif aussi pour le motiver. Et à petite échelle, je le vois dans la commune, c'est peut-être grâce à cette audit que nous allons faire avec la TECC sur notre patrimoine, en économie d'énergie, qui permettra peut-être un peu plus de clarté pour nos concitoyens et à ce moment-là, je pourrais communiquer un peu plus là-dessus. La question, je pense que c'est une question vraiment de communication sur laquelle peut-être on ne fait pas assez d'efforts, de sensibilisation, mais je dirais sensibilisation de ce qu'il est encore possible de faire, plutôt que sensibiliser à la contrainte de la peur de ce qui va arriver. C'est surtout sensibiliser à faire voir l'exemple, par exemple, on est capable de produire des légumes, on est capable de produire de l'énergie, on est capable d'économiser. Et petit à petit, faire arrêter de faire peur, parce que tout le monde a déjà peur. C'est proposer des solutions qui sont locales, et en espérant pouvoir les mettre rapidement en application. Motiver les gens, sensibiliser. Montrer où ça marche. Montrer des gens qui font. Et aller près d'eux. Le photovoltaïque à Gros, là, existe dans l'Ardèche.
il existe et ça fonctionne. Donc, allons vers ces gens qui font des choses exemplaires. Ça fait une Je pense que ce acceptation. serait bon pour nous. Difficile pour moi, en tout cas, j'en profite pour dire merci aux conférenciers parce que pour moi c'était un côté très technique et la clarté, et c'est peut-être aussi en généralisant, eh ben, on n'est pas nombreux, mais on peut être plus nombreux la prochaine fois. J'ai pas de solution miracle. La communication c'est toujours extrêmement compliqué et on ne fait qu'observer malheureusement. Je sais pas si c'est pas du désintérêt, mais qu'il est de plus en plus compliqué de faire peut-être se déplacer les gens. En tout cas, merci. Mettez-le sur les réseaux. Son PowerPoint là, il est On va il est trop l'utiliser bien. jusqu'à l'usage. Non, je veux dire, un accès et une clarté, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me suis pas ennuyée, je trouvais même que c'était trop court, alors que voilà, vraiment, et votre grille d'idées, c'est bon, c'est peut-être votre métier, mais vous le faites super bien. Merci, c'est dur comme question parce qu'on essaye tous de mobiliser. On essaye par les associations, on essaye par les municipalités, on essaye familialement, alors ça marche, ça bouge, professionnellement, dans les cercles où on est, et on se rend compte que c'est difficile. Alors je vais faire des propositions peut-être plus révolutionnaires. Allons-y. C'est difficile parce que on est tous très pris, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de préoccupations déjà. Je rejoins tout à fait l'analyse de se dire on a besoin d'être poussé par des forces qui nous donnent envie, d'imaginer, de réfléchir et de faire, et pas juste des forces qui nous donnent envie de fuir, de nous protéger, de nous protéger. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens aient globalement plus de disponibilité matérielle et dans leur tête pour pouvoir se saisir de ces questions? J'en sais rien, moi, un revenu de base universel, une capacité à... Exactement. Est-ce que c'est reposer la question du rapport au travail et de se dire qu'en fait, si on se dit que l'enjeu premier de toutes ces questions, il est la préservation de nos démocraties, l'humanité ne va pas disparaître à cause du changement climatique. Ce qui risque de disparaître, c'est ce qui fait qu'on est heureux de vivre dans les sociétés dans lesquelles on vit. Parce que la réponse naturelle à toutes ces situations de crise, c'est l'autoritarisme, c'est le repli nationaliste, c'est tout ce contre quoi on se bagarre. Donc si on se dit qu'on veut préserver nos démocraties, il faut réaliser que le fonctionnement démocratique nécessite un travail, une implication. Ça ne se fait pas spontanément juste en mettant un bulletin dans une urne quand on pense à nous le demander. Et pour faire ce travail, il faut de la place, il faut du temps, il faut de la ressource matérielle. Voilà, donc on va conclure sur cette table ronde, sur ce point de vue de philosophie politique éclairée. C'est vrai que j'ai lu, il n'y a pas très longtemps, une tribune qui disait « Les ours polaires risquent de disparaître en 2100 ». Et je pense que c'est à peu près, tout est toujours intéressant, mais je pense que c'est à peu près le contraire de la communication qu'il faudrait avoir, puisque 2100, c'est pas demain, on s'en fout un peu. Les ours polaires, c'est vraiment pas de 16 Cévennes, donc c'est pas très important. Et c'est comme si moi, on me demandait demain, on me disait, dans 10 ans, tu as perdu 10 kilos, je continuerai à boire jusque dans le vent, et dans le vent, je peux faire maintenant, ce serait ça, un truc dans ce genre-là. Donc c'est maintenant, c'est ici, c'est simple, c'est festif, et ça ne doit pas être négatif, ça doit être encourageant, et ça ne doit pas faire peur. C'est autour éventuellement d'un salon et des échanges entre nous tous. Merci à tous pour votre attention. Merci. Vous avez pu voir que ça a été filmé, donc la table ronde, la conférence sur le réseau YouTube de notre... Vous pouvez me contacter à travers notre site internet de TEC, c'est quoi? Et vous avez un goût à boire, et je crois que ça a grignoté derrière. On parlera un peu de la question.